une espèce, pour essayer de comprendre la biodiversité. L'espèce, c'est une notion qui a été définie par l'homme. C'est quoi une espèce? Une espèce, c'est un ensemble d'individus qui sont capables de se reproduire entre eux. Alors, lorsque l'on parle de biodiversité, on peut parler de biodiversité correspondant à différentes espèces ou une biodiversité correspondant au sein d'une même espèce à des individus qui se ressemblent mais qui sont tous très différents les uns des autres, mis à part le fait qu'ils appartiennent à la même espèce. Donc quand on parle de biodiversité, par exemple quand on parle de biome ou de biodiversité, comme on l'a décrit dans d'autres cours concernant différents sites, un site A, un site B. Un site A, par exemple, un site qui possède, où il y a une espèce de sécheresse, et un site B où il y aurait, par exemple, une certaine humidité. Pourquoi? Parce qu'il y a une rivière dans le coin. On peut faire un listing d'êtres vivants et puis voir en quoi la biodiversité locale dans ces deux sites est différente. Mais il faut utiliser la notion d'espèce. Si par exemple on parle dans un site A ou un site B, on dit il y a un Puyo veloz, c'est-à-dire un oiseau spécial, eh bien il faut savoir dire ou expliquer d'où vient ce Puyo veloz. Alors bien sûr il provient de la fécondation entre un mâle et une femelle, mais qui sont deux Puyo veloz. On ne prend pas une mésange bleue, par exemple, puis un Puyo veloz, accouplement qui donnerait un oiseau un peu spécial. Alors, donc, non, ça ne marche pas. On verra par contre qu'il y a une exception dans un autre cours. Bon, mais ça, nous n'allons pas en parler, mais deux oiseaux d'espèces différentes ont donné un oiseau d'une autre espèce. Bon, c'était un petit peu spécial. Nous verrons ça dans un autre cours. Là, l'espèce, c'est un outil pour décrire la biodiversité. L'appartenance à une espèce est souvent utilisée pour nommer les êtres vivants et décrire une biodiversité. Pourtant, la notion d'espèce n'est pas très aisée à comprendre. C'est quoi une espèce? Et comment est-ce qu'on peut utiliser cette notion pour décrire, par exemple, une biodiversité? Il y a un homme que l'on appelle Carl von Linné qui a établi une nomenclature binominale que l'on utilise encore aujourd'hui. Donc il vivait au XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce qu'il a fait en fait? Carl von Linné, il a désigné chaque espèce qu'il trouvait en fait par deux noms latins, écrits en italique ou soulignés, le nom de genre d'abord, qui commence par une majuscule, et suivi d'un mot qui va commencer par une minuscule et qui précise l'espèce. Par exemple, un nom vernaculaire, donc utilisé habituellement en fait, Linné boréal. Linné, ça fait penser à Linné. Eh bien, cette plante, dont le nom scientifique est Linnea borealis, donc Linnea avec une majuscule, ce serait le nom du genre, et borealis, ce serait l'espèce. Ça veut dire, donc ce nom, entre parenthèses, Linnea borealis, donc la lignée boréale, a été donné en hommage à Carl von Linné. Voilà. Donc cette plante, en fait, qui est une petite fleur, voilà, une petite fleur haute sur tige et qui est rosâtre, un petit peu rosâtre, qui forme une espèce d'entonnoir, en fait, avec des pétales qui sont plus ou moins soudés. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, Carl von Linné, donc, il a inventorié de très très nombreuses espèces. Et, ah oui, ce que je voulais dire, c'est que nom de genre, nom d'espèce, ça veut dire qu'un genre peut posséder plusieurs espèces. Donc, on a un genre, plusieurs espèces possibles. Donc on a un genre spécial, et là par exemple on aurait Borealis qui serait une espèce spéciale parmi différentes espèces. Voilà, donc espèce pas facile à décrire, à définir, même si on sait que
Bon, on sait que si par exemple on prend deux êtres vivants qui se nourrissent au même endroit, qui se ressemblent beaucoup, qui sont capables de se reproduire, est-ce qu'on va dire que ces trois critères-là suffisent? Non. Pourquoi? Parce que on prend l'exemple de deux individus de l'espèce, entre guillemets, hein, dont le genre est Erenia et dont l'espèce est Multipuncta. Ce sont des araignées en fait, hein, donc des arachnides. Eh bien, on s'aperçoit que le mâle il est tout petit et il est orange. La femelle elle est très grosse, 20 fois plus grosse que lui peut-être, alors elle est blanchâtre avec plein de petits points noirs. Donc là, est-ce que le critère de ressemblance permet de dire c'est la même espèce? Eh bien sûr que non. Est-ce que le critère qui signifie je mange la même chose veut dire que ce sont deux espèces communes? Enfin, la même espèce? Non. Deux espèces se reproduisent entre elles. Enfin, deux individus se reproduisent entre eux. Est-ce que c'est la même espèce? Eh bien oui. Alors souvent les critères de ressemblance de reproduction à l'identique ne suffisent pas. Hein, d'autant plus que si on fait intervenir la nourriture, même nourriture, ça ne marche pas trop non plus. Donc les apparences sont parfois trompeuses. Donc, notamment lorsqu'il y a, dans ce que je vous ai dit par rapport aux araignées, ce que l'on appelle un dimorphisme sexuel. Ça veut dire que les mâles et les femelles sont très différents. Alors, une définition encore utilisée actuellement, qui repose sur des critères biologiques, sera celle de Ernst Mayr, qui était ornithologue, donc qui s'occupait d'oiseaux, biologiste et généticien allemand qui a vécu entre 1904 et 2005. Ça, c'était pour un petit peu d'histoire. Il a donné la définition suivante, que je vais citer, concernant la notion d'espèce. Une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Voilà, globalement, deux individus peuvent se reproduire dans la nature de manière naturelle, eh bien, ils font partie de la même espèce. Voilà, globalement, c'est ça. Le critère, il est donné par rapport à la reproduction, en fait. Alors, c'est une définition qui est opérationnelle dans beaucoup de cas. Donc, le concept d'espèce qui est défini par Mayr est d'autant plus opérationnel qu'il concerne des espèces qui nous sont proches. Espèces qui nous sont proches. Par exemple, les chimpanzés, les bonobos, etc. Alors, par exemple, on sait que les chiens, Canis lupus, donc Canis c'est le nom de genre, lupus c'est l'espèce, et les chats, Felis sylvestris, Felis c'est le nom de genre avec une majuscule, sylvestris c'est le nom de l'espèce. Ils appartiennent à deux espèces différentes. Dans les rares cas où deux individus d'espèces différentes peuvent se reproduire, eh bien le descendant est stérile. Alors, très souvent stérile. Enfin, très souvent, bon. Je ne connais pas de cas où les descendants ne soient pas stériles, à part, on va voir certains becs croisés que l'on étudiera un petit peu plus tard, dans un autre cours. Vous allez voir, c'est intéressant, c'est en relation avec Darwin, en fait. Hein. Enfin, Darwin, bon, qui a étudié un endroit précis, vous voyez de quel endroit je parle. Alors, si par exemple on croise un léopard et une lionne, léopard, lionne, bon, ça se ressemble un petit peu, hein. On obtient des petits qu'on appelle des léopons. Alors ça fait un espèce de lion avec des taches bizarres. Hein. Et les léopons sont toujours stériles. Alors pourquoi stériles? Ça, ce sont les mystères de la génétique, en fait, que nous n'allons pas expliquer ici. Donc un être vivant a été mis au monde, mais il n'est pas stérile. Donc on considère que les deux parents ne sont pas de la même espèce. Alors, donc des individus qui sont stériles, qui se révèlent en général incapables d'engendrer une nouvelle population. Donc là, ça correspond bien en fait à la définition que Mayr en a donnée. Mais cette définition n'est pas toujours opérationnelle, notamment
lorsque l'on étudie des êtres vivants qui ont vécu autrefois mais qui n'existent plus, mais que l'on retrouve sous forme de fossiles. Un fossile, c'est une trace ou un reste d'être vivant qui a vécu autrefois, évidemment. Bon, maintenant, concernant des prokaryotes comme les bactéries, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme que Mayer a proposé, cette notion que Mayer a proposée, cette définition concernant les prokaryotes? Bon, c'est un sujet à réfléchir, c'est peut-être pas toujours évident. Bon, maintenant les fossiles, les ammonites par exemple, qui sont des mollusques qui ont disparu il y a 60 millions d'années suite à une catastrophe due au fait qu'une grosse météorite est tombée sur la Terre, qui a entraîné la disparition des dinosaures et de nombreuses espèces en parallèle. Les ammonites sont des mollusques, donc un corps mou, qui ont disparu, qui ont vécu il y a X temps. La diversité d'ornementation des coquilles est un des critères qui permettent de distinguer les différentes espèces d'ammonites. Mais il n'y a pas la preuve que deux ammonites avec des coquilles, des ornementations différentes, donc il n'y a pas la preuve que ce n'était pas la même espèce et qu'elles ne se reproduisaient pas entre elles. Bon, donc voilà, donc cette définition elle est bien pratique, mais elle n'est pas forcément toujours adaptée et peut-être pas toujours complète non plus. Alors ensuite, si on veut décrire la biodiversité, on peut le faire en nommant et en comptant les différentes espèces situées à tel ou tel endroit. Quand par exemple je vous disais au début, on a un site A, un site B, site sec, roche calcaire, site plutôt humide près d'une rivière, de l'eau, enfin deux écosystèmes différents, des espèces végétales différentes, des oiseaux différents, des libellules différentes, même s'il y a des points communs. Par exemple, entre les deux, il y avait un point commun, c'était le Puyo véloce ou la grillon élégante. Bon, mais, mis à part le fait que quelquefois les espèces peuvent coloniser ou être à deux endroits en même temps, voire plus, eh bien, c'est pas toujours évident de dire, bon, je vais ici, je vais faire un relevé du nombre des êtres vivants. Oui, les êtres vivants, c'est bien, mais il faut les classer. Il faut les classer en espèces, les séparer, les mettre dans des colonnes spéciales, faire un listing bien organisé et dire, bon, bien, j'ai trouvé tant de bactéries ici, tant de champignons, tant de végétaux, tant d'insectes, tant de vertébrés. Alors, voilà, si on prend par exemple nombre d'espèces décrites sur l'ensemble de la planète pour quelques groupes d'êtres vivants, les bactéries décrites 4000. En réalité, il y en a peut-être plus d'1 million. En fait, on n'en sait rien, mais on fait des hypothèses parce qu'on n'a pas tout découvert. Et puis on raisonne pareil pour les champignons. 72 000 décrits, il y en a plus de 1 500 000 sans doute. Sur quoi est-ce qu'on se base pour dire 1 500 000? J'en sais rien. Bon. Végétaux, pareil, 270 000 contre 320 000. Insectes, 950 000 contre 8 millions. Les insectes, beaucoup d'insectes. Et les vertébrés, dont nous faisons partie, mammifères, 50 000 décrits et il y en aurait plus de 70 000. Bon, vous voyez, donc le nombre d'espèces sur l'ensemble de la planète, alors, il est variable, il dépend des grands groupes. La classification est importante et voilà, pour comprendre l'utilité et la complexité de la notion d'espèce, il est important, lorsque l'on fait des relevés, de connaître le nom du genre et le nom surtout de l'espèce. Quand on dit juste l'espèce, en fait, on sait qu'on peut remonter dans la classification pour donner au niveau de la phylogénie, la phylogénèse, le nom exact avec tous les intermédiaires compliqués correspondant à la spécification d'un organisme précis. Voilà, donc concernant l'espèce, qui était un outil bien pratique pour décrire la biodiversité, on a bien précisé ce que c'était une espèce. Alors grâce à la définition qu'en a faite Ernst Mayr, notamment basée sur des critères de reproduction, les deux individus capables de se reproduire font partie de la même espèce. Les autres critères, sont plus ou moins valables. Comment utiliser cette notion? Eh bien, lorsque l'on veut faire une classification, un relevé des êtres vivants dans un endroit, dans un écosystème où il y a bien entendu une biodiversité plus ou moins importante,
eh bien, c'est bien pratique de nommer les êtres vivants par leur nom précis, entre autres par le nom de l'espèce. Voilà, le cours est terminé. Merci.